Comme dirait Orelsan, tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Allez du cinéma! Allez du cinéma, Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Après des semaines de harcèlement, voici une émission spéciale sur le dernier film de la Pat' Patrouille. Et qui dit émission spéciale dit un paquet de surprises à l'intérieur, de recherches, d'anecdotes et d'avis sur cette saga qui passionne les plus petits et leurs parents épuisés. Ça y est, j'ai quasi tout vu. Et forcément, j'ai un avis dessus. À côté de ça, dans la partie audio, ce sera la première moitié du bilan du box-office pour Bruno qui a un paquet de choses à vous raconter. Et dans la partie vidéo, on reviendra sur les sorties ciné à ne pas rater ce mercredi. Et ce sera tout. Il n'y aura pas de questions du public, de films de fin. Vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Vous regardez le pire podcast cinéma, l'émission d'actu ciné pas contente, disponible à la fois sur YouTube et toutes les plateformes de podcast audio. Et le pire podcast cinéma, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à midi. Mais moi, je veux l'émission plus tôt. Moi, je la veux sans pub. Moi, je la veux grand format. Eh bien, c'est possible. En soutenant l'émission sur Patreon pour 5 pieds 7 par mois, vous l'obtenez en avant-première, dans son format long avec tous les sujets exclusifs et tout ça sans aucune pub, aucune interruption. Et remercions tout de suite nos derniers abonnés au Patreon qui sont Bob le Caribou, Leila L. Vous êtes vraiment champ max. Sans Patreon, pas d'émission, c'est ce qui lui permet de survivre, de continuer. Pour atteindre notre objectif du mois, il nous manque encore 16 personnes. Alors rejoignez vite le Patreon, c'est le premier lien dans la description. Merci à vous, bonne émission. Respect et robustesse, Caius C+, alors, les nouvelles sont bonnes? Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Bon, chers auditeurs, chères auditrices du pire podcast, préparez-vous aujourd'hui à être heureux. Ou déçus, c'est un peu comme vous voyez la chose. Je sais pas si c'est la meilleure introduction, vu le sujet, et en même temps si, un petit peu. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous s'attendaient à une émission un petit peu rigolote, faite de souffrance et de douleur, où j'aurais passé tout mon temps à gueuler, à me plaindre. Oh là là, tout le monde m'a emmerdé avec la Pat' Patrouille, moi ce que je veux c'est parler de cinéma, et tout le monde m'emmerde avec ce film qu'il est nul, gnu je suis grognon. Et je dis pas qu'il va pas y avoir un peu de ça dans l'émission. Je veux dire, que serait le pire podcast cinéma sans ce gros con de Victor qui se plaint en permanence? On a quand même une ligne édito à tenir, mais juste me plaindre, ce serait un peu vain. En fait, quand vous avez forcé pour que je parle de la Pat' Patrouille, j'ai décidé de pas faire les choses à moitié. Parce que non, ce serait trop simple. J'ai décidé de vraiment creuser le sujet, de m'intéresser à ce phénomène, de faire de la critique cinéma, et même un peu plus que ça. Ouais, je suis parti en couille, complètement. Si bien que tout cela va demander une petite introduction. Et pour cette introduction, chaussées, gants et bonnets, puisque nous partons vers un pays merveilleux qui s'appelle le Canada. Spin Master est une entreprise canadienne fondée en 1994 et qui s'est fait connaître à l'époque dans le domaine du jouet, en commercialisant The Earth Buddy, une petite saloperie que ma génération a eue et qui consistait à faire pousser des cheveux en herbe sur un monsieur patate absolument hideux. C'est très moche, mais c'est ce qui va leur permettre d'obtenir leur premier million, de se développer, si bien qu'aujourd'hui l'entreprise est milliardaire et possède tout un paquet de licences de jouets, d'Angry Birds à Harry Potter, ou encore même Minecraft et le Rubik's Cube. C'est eux qui possèdent le Rubik's Cube. Et ils ont aussi profité de la période du Covid pour se diversifier en produisant des visières qui sont allés offrir à différents hôpitaux. Ça n'a rien à voir avec le sujet. J'ai bien creusé, je vous ai dit. Mais vous vous en doutez, je raccourcis, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et surtout, la question qui vous brûle les lèvres, où qui sont les chiens? Eh ben, au risque de vous décevoir ou de vous étonner, les chiens, ils sont surtout là pour vendre des jouets. C'est un truc habituel du secteur, personne n'est surpris, à savoir réaliser des dessins animés dont on va abreuver les gamins, mais qui sont en fait d'énormes pubs déguisées pour pousser les parents à acheter la moindre peluche à la con qui en est tirée. Faut vraiment être débile pour en arriver à là. Moi, en tout cas, je me ferai pas avoir. Et attention, ça veut pas dire que ça donne forcément des mauvais produits de fiction cynique, pas du tout. Je veux dire, ici, on respecte les maîtres de l'univers, les Transformers et autres Tortues Ninja. Je suis de la génération qui a grandi avec Pokémon, je les connais par cœur. Vraiment, j'adore ça. Et Spin Master aussi, ils adorent ça. Et c'est pour ça qu'en 2007, ils vont décider de s'associer à Sega pour lancer leur première série d'animation, qui est en fait un gigantesque placement de produits pour vendre des grosses boules qui deviennent des figurines et même un jeu de cartes. Je parle bien sûr de Bakugan Battle Brawlers. En vrai, c'est un peu de la merde, les Bakugan.
Alors que les Beyblade, de la merde qui va générer énormément d'argent. De l'argent qui sera réinvesti dans une nouvelle série d'animation 6 ans plus tard, où ils vont aller chercher un Britannique qui s'appelle Keith Chapman, un type qui a déjà fait ses armes dans le domaine de la série pour enfants, puisqu'on lui doit notamment la création de Bob le bricoleur. C'est pas rien. Et donc Spin Master lui dit « t'aurais pas une idée pour une série ?» Et lui, il réfléchit, il se met à penser « et pourquoi pas des chiens ?» Ouais. La Patte Patrouille, c'est le sujet de l'émission du jour. La Patte Patrouille, donc, est une série d'animation diffusée par Nickelodeon depuis 2013 et qui compte à ce jour 12 saisons et plus de 254 épisodes sa race, que ça commence à faire beaucoup. Elle se déroule dans la ville fictive de la Grande Vallée où le jeune Ryder dirige littéralement du haut de ses 11 ans l'intégralité des services publics de la ville. On est donc dans un monde où le travail des enfants est légal. Je note. Et il a sous ses ordres une équipe de 6 chiots capables de parler et de conduire des véhicules. On est donc dans un monde où le LSD est légal. Je note. Il y a Chase, le berger allemand policier, Marcus, le dalmatien pompier, Ruben, le bulldog spé construction, Zuma, le labrador pro du sauvetage en mer, Stella, la cockapoo qui s'occupe de tout ce qui est aviation, et enfin Rocky qui dirige un camion de recyclage. Ouais, au tirage au sort des métiers, tu sens qu'il est arrivé à la bourre. Chaque épisode fonctionne sur le même schéma. Un habitant débile de la Grande Vallée a un problème qu'un adulte responsable pourrait très bien gérer tout seul, mais il se met à paniquer et préfère faire appel à une bande de chiens mutants pour le sortir de la merde. C'est alors que Ryder réunit tout le monde devant un PowerPoint moche pour dire « Oh là là, il faut récupérer des pommes dans un arbre, sortons l'échelle de pompier et l'hélicoptère, et non, pas le camion de recyclage, Rocky, tu gênes tout le monde, arrête s'il te plaît. » Et répéter ce format ad nauseam, c'est tout le temps la même chose, et à chaque fois, ils s'en sortent bien sûr, parce que ses amis, ils assurent. J'ai 1000 questions à poser. Comment marche la Grande Vallée ? C'est quoi ? C'est un kolkhoz autogéré ? Quel est ce monde où on a besoin que d'un policier, d'un pompier, et en plus c'est des chiens? Et pourquoi il y a que les chiens qui peuvent parler et pas les autres animaux? Parce que vraiment aucun autre animal parle. Notamment il y a pas mal de chats dans la série, et c'est très très rare que ces chats, ces gros connards, prennent la parole. Mais pourquoi prendre la parole quand on voit que les chiens, tout ce qu'ils sont bons à faire, c'est répéter les mêmes catchphrases à la con en boucle, à savoir Chase est sur le coup, Ruben met toujours la gomme, Rocky le recyclage c'est cool. Et attention, c'est pas les seuls chiens, c'est que le roster de départ. Plus tu plonges dans ce monde, moins ça a de sens, plus les métiers sont de plus en plus cons. On a Everest qui fait du sauvetage en montagne, Tracker le chihuahua qui explore la jungle, Tuck et Ella les golden super-héros, Al le camionneur, Roxy la cascadeuse. Comment est géré le monde de l'emploi dans ce pays? Est-ce que vous avez France Travail, la Grande Vallée Travail? Je suis plein d'incompréhension face à ce monde qu'on essaie de vendre à nos gamins, au-delà même de la qualité de la série qui, soyons honnêtes, est pas incroyable non plus. Alors attention, je sais bien que je suis pas la cible et je vais pas critiquer le côté répétitif des épisodes parce que j'ai grandi avec Dora l'exploratrice et que le sac à dos et la carte, on en a bouffé à balle et c'était tout aussi con. C'est juste que pour le bien de cette émission, j'ai regardé 2 épisodes de la saison 1 et 2 épisodes de la saison 12 pour me faire un avis. Ce à quoi certains répondront sûrement quoi? T'as pas vu toute la série pour saisir le lore complet? Ce à quoi je vous dirai, allez vous faire foutre. C'est bon, on peut continuer ou je me défenestre tout de suite? Et force est de constater qu'en 12 ans, la qualité graphique de la série ne s'est jamais améliorée, laissant place à une 3D bas de gamme, sans relief ni ombre. Je veux pas jouer au vieux con qui dit que les dessins animés c'était mieux avant, mais quand on regardait des trucs en 2D, au moins il y avait du bel ouvrage. Non mais putain, regardez ça! C'est moche! Et t'as beau ajouter de nouveaux persos avec les années, comme un chien robot ou un chien méchant voleur, qui est d'ailleurs un des seuls chiens noirs de la série. Dites donc, entre le peu de femmes qu'il y a dans l'équipe et ce genre de représentation, vous pouvez le dire tout de suite si la Grande Vallée c'est une zone test pour la politique d'Éric Zemmour. Ils sont voleurs, ils sont assassins, c'est tout ce qu'ils sont. J'ai beaucoup de mal à ne pas voir le côté marketing permanent qui force à changer régulièrement de véhicule ou de costume pour faire dépenser les parents pendant que les gamins se bouffent à répétition, le même schéma narratif essoré qui ne les poussera pas à ouvrir leur esprit à quelque chose de plus évolué. Attention, tout n'est pas acheté, je dois reconnaître que la série a un vrai côté pédagogique, ne serait-ce que dans les premiers épisodes, on utilise des termes comme limande, comme stalactite, ce qui peut permettre aux enfants d'enrichir leur vocabulaire et d'avoir une vraie ouverture sur le monde. Mais de quel monde parle-t-on vraiment? Est-ce qu'un enfant peut réellement comprendre le monde réel en regardant ce qui se passe à l'intérieur de la Grande Vallée? Ce qui permet pour moi d'arriver à la question la plus importante, est-ce que la Patte Patrouille, c'est de gauche ou de droite? Et c'est compliqué. J'ai l'impression de ne pas faire assez partie des concernés pour avoir un avis là-dessus, c'est... Rompiche? La Patte Patrouille, c'est de gauche ou de droite? Eh bien, j'ai un petit avis sur le sujet. Quand bien même la Patte Patrouille dégage de loin un sentiment d'univers coloré, chamarré, chatoyant et sympathique à travers ses couleurs et ses habitants charmants, il est peu dire qu'on peut questionner la manière de fonctionner de ce monde qui a une vision bien à lui.
de ce que l'on appelle communément les services publics. J'adore les services publics. Faut en profiter, dans 20 ans, il n'y en aura plus. La Patte Patrouille, c'est avant tout une entreprise privée, dirigée par un enfant. Tout cela dans un monde profondément libertarien, où la maire de la ville est régulièrement dépassée quand on lui demande de s'occuper d'autre chose que de son poulet Galinetta. Ici, l'État-providence a disparu, les gouvernements sont incompétents. Nous sommes dans le pur fantasme néolibéral poussé à l'extrême. Et tout ça sans même aborder le cas problématique, pour le moins, de Chase, le chien policier. ACAB, ça veut dire aussi Chase. Et l'agent Jenny dans Pokémon. Comment expliquer un monde où le seul policier actif n'est représenté que positivement? Expliquant donc aux enfants la symbolique de cette profession plutôt que sa réalité régulièrement illustrée de bavures en tout genre. Pire que ça, ce seul policier fait partie d'un groupe privé qui s'est octroyé le droit de surveiller, traquer et mettre en prison quiconque ne suit pas l'ordre établi qu'il a décidé d'imposer. Un ordre qui peut faire rêver, on parle de solidarité, d'entraide gratuite. Tout le monde sera sauvé sans jamais faire de distinction. Mais cette soi-disant tranquillité vient avec un prix, celle d'une autorité que personne n'a le droit de remettre en cause, au risque de devenir un paria de la communauté. Tout cela selon la seule décision d'un enfant de 11 ans, et de ses 6 chiots. Ouais, je me suis peut-être pas assez renseigné sur la série. Si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à regarder une super vidéo à ce sujet qui s'appelle Paw Patrol's Dark Secret Explained. C'est assez passionnant pour traiter justement tout ce qu'on vient d'aborder. Et moi, non mais il faut que je creuse davantage la série, c'est pas possible. Hein. Oh, je vais pas me mater les 250 épisodes, quand même ça va pas. Oh, j'ai une idée. Nouveau jeu en vrac, et aujourd'hui on va parler du jeu le plus récent de la Patte Patrouille. Salut Seb. Je m'appelle pas Seb. T'as une perche et un t-shirt de geek, aujourd'hui tu t'appelles Seb. Vous avez pris de la drogue. Patte Patrouille World est un jeu sorti en 2023 sur toutes les plateformes, et c'est peut-être la meilleure chose que j'ai eu le plaisir de tester en découvrant cet univers. Il m'a appelé Seb. Et là, il part de la Patte Patrouille. Puisque Patte Patrouille World, c'est avant tout un véritable open world pour les plus jeunes, leur permettant de découvrir les mécaniques qui y sont associées. Ici, nous sommes très rapidement lancés dans la Grande Vallée où nous pourrons switcher à notre guise entre quasi tous les chiens de la licence, que ce soit en version à pattes ou dans leur véhicule. Et c'est pas un truc gratuit, c'est-à-dire que chaque forme différente permet de réaliser des actions sur la map, afin de récupérer des friandises qui viennent remplir une jauge, nous permettant de débloquer des tenues et autres stickers afin de personnaliser notre Patte Patrouille. C'est littéralement ce qu'on appelle un jeu à patoun. La Patte Patoune. T'es viré, Seb. Je m'appelle pas Seb. Il y a une véritable volonté pédagogique encore une fois, autant dans l'histoire à suivre, qui nous fera découvrir plusieurs zones aux côtés de Ryder, que dans ses possibilités d'interaction libre, comme ses émoticônes, afin de parler avec ses autres copains chiens. Bon, alors par contre attention, ça se plie en 3 heures montre en main, et les développeurs ont un petit côté gros connard d'avoir mis dans tous les coins des DLC qui coûtent 5 balles pour débloquer de nouvelles tenues. Mais n'est-ce pas là aussi une forme d'apprentissage pour la jeunesse ? C'est un jeu Ubisoft, quoi. T'es réengagé, Seb. Bref, un super jeu à conseiller au moins de 10 ans afin de se familiariser avec la manette. Un jeu qui ne m'a absolument pas fait apprendre quoi que ce soit de supplémentaire sur cet univers. Je crois que je fais fausse route. Peut-être tu peux parler de film. Peut-être que je pourrais parler d'un autre jeu. Patte Patrouille Grand Prix, sorti 1 an auparavant, est un Mario Kart pour enfants. Reskin avec les chiens de la Patte Patrouille afin d'attirer un public qu'on n'a pas encore grand chose à foutre de Mario. Et quand bien même on pourrait féliciter le nombre de personnages ou de courses disponibles, ou la super mécanique qui fait que chaque chien a un pouvoir spécial, la vérité c'est que ça déséquilibre totalement le jeu. C'est même pas mon métier, personnage. La maniabilité est ultra lourde, t'as l'impression de conduire des laveuses automatiques tellement ça glisse. C'est mal optimisé, que ce soit dans la distribution d'objets ou dans l'IA des adversaires qui te doublent pour rien, et surtout, le super pouvoir c'est bien, mais certains ont des pouvoirs nuls, comme Rocky évidemment, et à côté t'as Stella, qui elle obtient un ultra boost qui lui permet de mettre 12 km dans la tronche de ses concurrents. Peut-être tu ne sais tout simplement pas jouer. Viens essayer, on fait une partie en multi, tu vas voir. One eternity later. C'est quoi mon métier déjà ? Je crois journaliste cinéma. Putain, c'est vrai. Résumé des films précédents. Un chien ? Pour être exact, je suis un chiot. C'est encore pire. Vous êtes sous le choc. Je vais pas me vexer pour ça. La Patte Patrouille, le film, est sorti en 2021, réalisé par Karl Brunker. Et je pense que j'ai même pas besoin de le dire, suffit de regarder les images visuellement, c'est le jour et la nuit. Le passage au cinéma a fait un bien fou à la licence, lui donnant des envies de visuels dignes de ce nom, et des chiens dont on voit les poils, quoi, c'est beau. Il y a que Ryder qui a eu un downgrade, vraiment je suis désolé pour lui, il ressemble à rien. Une pote m'a dit qu'elle trouvait qu'il ressemblait à Hugo Posé.
Et je suis un peu d'accord. L'histoire, la Patte Patrouille est appelée à la rescousse à Aventureville par une nouvelle chienne, Liberty, un teckel qui voit d'un mauvais œil l'arrivée au pouvoir de l'horrible maire Ellinger, un méchant apparu dans la saison 2 de la série, connu pour être un incompétent notoire qui a truqué les élections et qui en plus déteste les chiens. L'occasion parfaite donc d'apprendre aux enfants qu'il faut se méfier du pouvoir politique, surtout quand celui-ci est fait de fachos véreux élus illégalement, qui proposent la ségrégation des chiens, décident de s'attaquer à la culture, chie sur la science au profit de son ego et fait même des rafles pour enfermer ses opposants politiques. Un film qui dit donc « Votez bien en 2027 ». Je vous ai dit que cette émission était politique, et le film, soyons honnêtes, il est vraiment moyenasse. Déjà, niveau rythme, il est truffé de montages musicaux lourdingues, il fait littéralement des placements de produits pour les t-shirts de la Patte Patrouille, je veux dire, j'ai payé ma place de ciné, film, tu veux pas aller te faire foutre, s'il te plaît? Il se passe pas grand chose, et pourtant l'écriture a besoin d'être surexplicative, à base de « Oh mon Dieu, il a fait ça! Oh mon Dieu, il va faire ça! Oh mon Dieu, on doit faire ça !» Je sais que c'est un film pour enfants, mais c'est pas un film pour les débiles non plus. Après, j'aime bien l'idée de recentrer l'action sur un chien, en l'occurrence Chase, dont on va apprendre un peu plus du passé et du pourquoi de son syndrome de l'imposteur. Comme je trouve chouette que la réalisation se réveille dans le dernier acte, n'hésitant pas à faire des plans qui vont citer tour à tour Matrix ou Vertigo d'Alfred Hitchcock. Oui, je vous avoue que celui-là c'était un peu inattendu. Et j'aime aussi la nouvelle chienne, Liberty, que je trouve assez marrante, ou certaines séquences d'action qui tentent de créer une véritable ampleur. Après, c'est vraiment très léger, ça manque d'émotion, et t'as le sentiment parfois de regarder une sorte de Glooby-Boulga où on aurait collé plusieurs épisodes ensemble, comme une sorte de mauvais téléfilm qui s'assumerait pas trop. C'est mieux que la série, c'est sûr que c'est mieux, c'est pas difficile. Mais j'espérais au fond de moi que la version cinéma proposerait quelque chose qui dépasserait justement ça. Comme on pu le faire des dessins animés de mon enfance, je pense notamment aux 2 films d'Erasmus Moquette ou à celui de La Famille de la Jungle, c'était pas juste un décalque plus de la série. Mais là, c'est ce que ça propose. Peut-être que la suite fera mieux. Peut-être pas. Une équipe décolle comme une roquette. Il a dit croquette! Non, j'ai dit roquette. La Patte Patrouille, la Super Patrouille est toujours réalisée par Karl Brunker et est sorti lui au cinéma en 2023. Et je vais pas vous mentir, vous prenez le premier film, vous faites copier-coller en changeant le chien sur lequel on fait un focus, vous ajoutez des super pouvoirs et c'est un peu ce qu'on se ramasse sur la tronche. Déjà que le film faisait du copier-coller de la série, si même les films se copient-collent entre eux maintenant. Ici donc, la Patte Patrouille a maintenant un putain de porte-avions et des tenues trop stylées high-tech, comme quoi être une milice privée, ça rapporte de la thune. Ryder, ce grand bourgeois, tu vas voir quand on va t'exproprier, sale bâtard. Et ils vont faire face à Victoria Vance, une savante zinzin qui veut voler un météore afin de choper des pouvoirs et qui sera accompagnée encore une fois par le maire chiant du premier film. Pas de bol, les pouvoirs sont rapidement privatisés par les toutous, dont une, Stella, qui déprime un max parce qu'elle se sent plus petite que les autres. Et nous sommes là face à un récit sur le fait de grandir, de trouver de la force même quand on est petit, parce qu'il n'y a pas de papate trop petite. Dit comme ça, c'est joli. Malheureusement, on s'emmerde un peu. Les nouveaux ajouts sont pas dingues, comme l'arrivée d'un mini fan club, littéralement Riri, Fifi et Loulou, dont Liberty va devoir s'occuper, parce que oui, on a que 2 femmes sur la base, elle va quand même pas partir en mission, elle va gérer la garderie. Les pouvoirs distribués sont très aléatoires, genre Marcus, c'est le pompier, et il va obtenir le pouvoir du lance-flamme. Loin de moi l'idée de dire que c'est contre-productif. Mais c'est contre-productif. En termes de réa, c'est moins intéressant, mais même niveau photo, le film est moins beau, et surtout, il est moins touchant. La backstory de Stella étant bien moins sombre que celle de Chase, et quasiment reléguée au second plan, si bien que c'est difficile d'y accrocher. Alors je vous dirais bien que la séquence kaiju du film a réussi un petit peu à me choper parce que je suis un gros débilos fan de Godzilla, et que le grand final en termes d'action donne enfin de l'ampleur à un film très plat, en assumant la gigantesque pluie de météorites avec un côté un peu Space Invader. Mais la vérité, c'est que je le trouve presque moins bien que le premier. Une sorte d'épisode gadget où on a ajouté des super pouvoirs, mais où on a un petit peu oublié de foutre un vrai récit valable. Et heureusement, il y a le 3e film pour se rattraper. Oui, parce que à la base, c'est ça le but de cette émission, c'est de faire la critique du 3e film. On s'est un peu perdu en cours de route, non? Je crois qu'on va revenir à une émission un peu plus classique maintenant, si vous voulez bien. Même moi, au montage, ça va me faire plaisir. J'ai fait mes devoirs, j'ai bien bossé. Il est temps de parler de la Patte Patrouille, Mission Dino. On n'est pas près du tout. Courez! Je suis un max, je suis un bulldog, c'est pas de ma faute, j'ai des toutes petites pattes!
La Patte Patrouille Mission Dino, sorti au début du mois d'août, est un film toujours réalisé par Carl Bunker, qui a fait les deux précédents et qui visiblement n'a plus que ça comme métier, faire des films d'animation de la Patte Patrouille. Et pour l'histoire, lorsqu'une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Patte Patrouille s'échoue sur une île tropicale encore inexplorée et peuplée de dinosaures. Ils vont y rencontrer Rex, un chiot courageux installé sur l'île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Rex est donc le nouveau chien qui va se joindre à la Patte Patrouille ici et en fait, non, pas tout à fait, parce qu'il est déjà apparu auparavant, mais... Bon, alors, il va falloir... Ok, attends, une seconde, mini parenthèse. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait, au-delà des 3 longs métrages, une quinzaine de téléfilms de la Patte Patrouille que j'ai survolés pour le bien de cette émission sans trop rentrer dans les détails, parce qu'ils sont complètement cons. Ah mais plus que d'habitude, c'est vous dire. Et puis, ils ont pas beaucoup d'intérêt. C'est plus des compilations de 4-5 épisodes que des véritables films avec une ambition de mise en scène. Et puis, paye la gueule des titres, hein. On a la Moto Patrouille, l'Aqua Patrouille, la Patte Patrouille désert, la Patte Patrouille Mission Tout-Terrain, mais aussi des films qui vont introduire de nouveaux personnages, comme un prince chien dans Mission Chevalier, ou encore dans la Patte Patrouille les super chats, des super chats. Ouais, je sais, tout le monde est sur le cul. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un téléfilm nommé Patte Patrouille Mission Dino, exactement comme le film en salle. Un téléfilm qui introduit déjà le personnage de Rex comme gardien de la réserve aux dinosaures. Le personnage est donc déjà connu d'une partie du public, et pourtant le film a décidé d'effacer ça en proposant une sorte de soft reboot de Mission Dino, où Rex va être réintroduit dans de nouvelles aventures avec les dinosaures. Ce qui fait que là où tous les films précédents s'inscrivaient dans la timeline de la série, celui-ci semble retourner en arrière comme une sorte de préquel un peu mal agencé. Ils ont reboot la Patte Patrouille. Personne n'est à l'abri. Et donc, on va arrêter les incursions en voix off, vraiment j'en peux plus. Et donc, au risque de vous surprendre autour de la Patte Patrouille Mission Dino, c'est encore une fois un peu la même chose que les deux films précédents. On est toujours dans le même fonctionnement, à savoir qu'on a pris 3 missions typiques de la Patte Patrouille et on va les mash-upper autour d'une ligne directrice afin que ça fasse un film qui rebondit d'événement en événement. Et il y a à peu près tout ce à quoi tu t'attends quand tu regardes un film de la Patte Patrouille, notamment Ryder, ce gros bourgeois, voilà, qui là a de nouvelles tenues high-tech dinosaures et même il a une station de la Patte Patrouille en forme de dinosaure. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Et puis en plus, la Patte Patrouille, ils sont embourgeoisés. Dans la première séquence du film, ils vont sauver sur un yacht Paris Hilton et Snoop Dogg. J'aimerais vous dire que c'est une blague, mais non. C'est vraiment des personnages dont la voix est faite par Paris Hilton et Snoop Dogg. Ils ont mis Paris Hilton et Snoop Dogg dans un film pour les moins de 8 ans. J'espère qu'ils vont pas taper Paris Hilton sur Google. Vous allez trouver des trucs sympas. Et je vous parlais du retour du personnage de Rex. J'espérais qu'il serait davantage développé que dans le téléfilm. Et malheureusement, c'est même pas le cas. Certains m'ont dit oui, mais dans les téléfilms, on en apprend un petit peu plus. Je suis pas d'accord parce que le Rex de la version téléfilm est absolument pas celui qui est présent dans le film. Celui qui est dans le film, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans et demi qu'il est bloqué sur cette île après que son bateau soit échoué. Mais c'est tout ce qu'on sait sur lui. Il était sur un bateau, le bateau s'est échoué et maintenant, il élève des dinosaures et il a construit des trucs. Ça n'ira pas plus loin. Quel était son passé? Pourquoi on n'a rien à dire de plus sur ce personnage qui va être central à l'intrigue? Après, là où je suis content, je parlais de représentation plus tôt, c'est que, bon, je pense que vous l'avez tous remarqué, Rex, c'est un chien handicapé qui a des petites roulettes pour se déplacer et ils ont pas fait du handicap de Rex à aucun moment un enjeu central. Ils sont pas là à rappeler en permanence « Oh là là, mais vous avez vu, Rex, il se déplace pas comme nous ». Non, absolument pas. C'est jamais mis en avant, c'est juste, il est comme ça et puis on avance. Et je trouve que ça, c'est plutôt une belle manière de faire, de ne même pas vouloir le questionner, surtout quand c'est un film que tu vas présenter à des gamins. C'est de l'acceptation totale et naturelle, ce n'est pas un enjeu, parce que le chien central du film, cette fois-ci, c'est Marcus, le chien pompier. Un chien qui est connu pour son côté maladroit. Alors, il y a aussi Ruben, le bulldog, qui est maladroit, mais plus dans un aspect gros lard qui fait que bouffer. C'est un peu la blague, oui. Est-ce que la Patte Patrouille est grossophobe? Autre débat, rompiche. Et tout le film est autour de Marcus qui fait des erreurs, qui tombe, qui glisse sur son camion va prendre régulièrement tarif à l'intérieur du film. Et tout le but, c'est de créer une parabole autour du fait de faire des erreurs et d'apprendre. Du fait qu'en fait, on s'en fiche d'échouer. Le but, c'est de jamais lâcher. Rien à foutre de ta dépression. C'est un peu le message du film, en vrai. Et peut-être que le truc qui m'a le plus intéressé dans le film, c'est qu'à chaque fois qu'ils te font un focus sur un chien, il faut forcément un flashback où tu apprends ses origines. Et donc, on a appris à l'intérieur de ce film que, pour former la Patte Patrouille, Ryder a fait passer des essais. Il y a eu une sorte de concours. Et je crois pas que ça a été montré auparavant, ça. Et j'ai envie d'en voir plus, ça m'intéresse. J'aimerais bien une storyline sur tous les chiens qui ont été rejetés pour rentrer dans la Patte Patrouille et qui décident de se venger. Il y a une bête de film à construire autour de ça. Mais là non, ils se sont dit que le plus important, c'était les dinosaures. Et entre ça et la fin de Hawk Street en ce moment, c'est la fête aux dinos, il y a des dinos partout, et oui, bon, j'aime bien les dinos, je suis content. Et puis surtout, encore une fois, si on parle du propos de fond du film, il y a une véritable mise en avant des scientifiques. Il y a toute une question
question autour du fait d'étudier la nature, de travailler autour de la biodiversité. Et je trouve ça cool que le film ait décidé de mettre en avant les scientifiques, là où, dans le second volet, les scientifiques étaient montrés que comme des zinzins qui voulaient faire des expériences bizarres sur les chiens. Là non, les scientifiques sont le cœur du récit, c'est eux qui vont aider les dinosaures, essayer de les comprendre. Tandis qu'à côté, le pouvoir politique, lui, ne cherche qu'à s'enrichir et à faire de la merde et à détruire les écosystèmes. Un propos qu'on a déjà vu dans les 2 précédents films. En fait, j'en ai un peu marre qu'ils reprennent toujours le maire à chaque film pour que ce soit lui l'élément déclencheur de tout le bordel qu'il va y avoir autour. Je trouve ça toujours un petit peu gratos. Comme s'il fallait absolument que le maire soit là pour qu'il se passe des rebondissements, alors qu'on a vu dans la série d'animation qu'il y avait plein de personnages qui pouvaient intervenir à côté. Mais non, on va toujours te ramener le maire. Alors, est-ce que je trouve ça chouette que l'enjeu principal du film, c'est que le politique principal veut drill, baby drill, au risque de tout détruire autour et que ça permet de dire aux gamins, bah dis donc, c'est pas un comportement normal? Oui, la Patte Patrouille, c'est éminemment politique. Mais j'ai plus de questions à me poser quand à la fin Chase, de par son autorité naturelle, décide de ne pas envoyer le maire en prison, mais plutôt aux travaux forcés. Ouais, non, c'est littéralement dit dans le film, il va être aux travaux forcés pour 1000 ans, et t'es là genre, waouh, on est passé du kolkhoz autogéré au goulag très rapidement, la Patte Patrouille, très rapidement. Mais si je dois être honnête avec vous, je pense que c'est le meilleur des 3 films Patte Patrouille. Alors attention, ça se joue pas à grand chose, ça s'est surtout déclenché pour moi dans le dernier acte du film où j'ai trouvé qu'il y avait enfin des vrais enjeux dangereux. Là où dans les films précédents de la Patte Patrouille, le danger était toujours plus ou moins contrôlé, là il y a tout un truc autour d'un volcan en éruption, de la lave, où t'as vraiment un chien, Marcus, qui se retrouve blessé, vraiment dans une situation de danger. Et je me suis dit, tiens, le public de la Patte Patrouille doit être en train de grandir un petit peu, donc on peut se permettre d'aller plus loin dans des choses un petit peu sombres, un petit peu plus dark. C'est ça que je ressens dans Mission Dino. Alors, toute proportion gardée, bien entendu, on parle de la Patte Patrouille quand même. Mais j'ai senti vraiment la volonté de proposer, plus d'enjeux, plus de dangers. Et ça, ça c'est plutôt à mettre au crédit du film. Maintenant, est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus sur la Patte Patrouille Mission Dino? Non, parce que comme je vous ai dit, il s'inscrit dans tous les trucs qu'on a pu voir auparavant et que si je dois être honnête avec vous, je suis tellement pas la cible. Est-ce que je prends du plaisir devant le film? Je suis pas sûr. C'est une pote qui m'a demandé ça au bar l'autre jour. Elle m'a demandé, est-ce que tu prends du plaisir à faire tout ce truc autour de la Patte Patrouille? Et j'avais une réponse à lui apporter qui était à la fois oui et à la fois non. Oui, parce qu'il y a un truc que j'adore, c'est apprendre des trucs. Moi, j'adore toute la phase d'apprentissage. J'adore connaître des anecdotes. J'adore le fait d'avoir découvert que, attends, mais le personnage de Rex, il était dans un téléfilm avant. Ça, ce genre d'anecdotes, de trucs à connaître, de lire des pages sur Internet, de documentation, j'adore ça. Le problème, c'est qu'au-delà de la documentation, il y a le film derrière. Et les films, c'est des moments plus que moyennas, voire même parfois un petit peu désagréables. Disons que la Patte Patrouille Mission Dino a un peu rehaussé ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas tout perdu dans l'affaire, j'ai vu le meilleur film de la saga, c'est déjà ça de prix. Maintenant, je peux que m'interroger sur le fait que j'ai reçu énormément de messages de parents qui disent regarder la Patte Patrouille avec leurs enfants et ne plus supporter la Patte Patrouille, avoir vraiment un côté en eux de on n'en peut plus, c'est casse-couille, mon gamin, regarde que ça, je connais tout par cœur. Et je vais pas vous mentir, ça me rend un peu tristoun parce que je pense vraiment que le cinéma d'animation peut être fédérateur et qu'on peut, notamment comme dans les films Disney, dans les films Pixar, trouver des zones de cinéma d'animation qui conviennent autant aux parents qu'aux enfants. Et la Patte Patrouille, c'est pas ça, plus que du cinéma pour enfants, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc entre deux chaises, entre le cinéma pour enfants et le cinéma pour bébés. Ça se voyait un petit peu au public qu'il y avait dans la salle de Mission Dino, où c'était vraiment des gamins qui avaient 6-7 ans qui venaient voir le film. Et alors, anecdote, j'ai demandé à une pote de m'accompagner pour voir le film parce que je me suis dit, waouh, c'est intankable. Le vieux gars de 32 ans avec un t-shirt Suspiria qui vient voir la Patte Patrouille tout seul. Non, j'ai dit à une pote, accompagne-moi s'il te plaît, je peux pas être seul face à cette épreuve. Mais ça y est, j'ai passé l'épreuve et je vous ai donné mon avis complet sur l'intégralité de la Patte Patrouille. Maintenant, est-ce qu'on peut reparler de cinéma, s'il vous plaît? S'il vous plaît. La Patte Patrouille, le film. Mission Dino. C'est pas juste, moi aussi je veux un copain dino. Meilleur ami pour la vie. Et si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version audio, Bruno vous fait la première moitié de son bilan du box-office et il a un paquet de chiffres à vous présenter. Et nous, de notre côté, on va parler des sorties en salle de la semaine. On va être très loin de la Patte Patrouille, c'est bon. On a fait le tour, ça va aller, je vous en supplie, ça va aller. Et on va parler évidemment de Fjord. Hvordan handler faktisk om deg? Don't they have to prove what they claim? Not before they take the children. Fjord est le nouveau long métrage de Christian Mungiu, avec dans les 2 premiers rôles Renate Reigns et Sebastian Stan, l'histoire des Georgiou, un couple roumano-norvégien très pieux qui s'installe dans un village au bout d'un fjord. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d'un des enfants, le village se demande si leur éducation traditionnelle pourrait en être la cause. Un film qui, vous le savez, a été récompensé de la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, un film qui a été particulièrement débattu, c'est-à-dire je faisais des blagues sur la Patte Patrouille, est-ce que c'est de gauche ou de droite, mais sur Fjord,
Il y a d'énormes débats sur est-ce que c'est un film réactionnaire ou au contraire un film vraiment gauchiste. Et ça m'intéresse beaucoup parce que le film a l'air de jouer sur une limite, un truc particulièrement trouble à traiter. Après, si je dois être honnête avec vous, j'ai vu qu'un seul film de Christian Mungiu avant ça et ça avait pas été vraiment mon délire. Le seul film que j'ai vu de Mungiu avant, c'est un film qui s'appelait RMN et qui a une scène que je trouve particulièrement réussie, qui est une scène de débat dans une église, de grosses discussions de village, et ça j'avais trouvé ça vraiment dingue. Le problème, c'est que tout le reste du film à côté m'a gentiment ennuyé. Il a un rythme quand même, Christian Mungiu, qui est bien à lui, et alors je sais évidemment que moi le récit va m'intéresser ne serait-ce que par les comédiens qui sont à l'intérieur, hein. Je vous ai dit, s'il y a un film avec Renate Reigns au casting, j'y vais, il y a pas de débat. Et si le film a eu la Palme d'Or, c'est qu'il y a forcément énormément de choses à discuter autour. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir puisque je me suis plongé dans la patte patrouille cette semaine, autant vous dire donc que la Palme d'Or était pas une priorité, mais ce sera évidemment le sujet principal de l'émission de vendredi. Comment pourrait-il en être autrement? Putain, on va passer de la patte patrouille à Fjord. Wow, la transition vraiment sans lubrifiant. Wow. Mais c'est pas les seules sorties de la semaine, il y a aussi des gros films de divertissement qui tâchent, et notamment au milieu, il y en a un, je sais pas quoi en penser, qui s'appelle Mutiny. Get back in the container! Then get back in! Mutiny est le dernier long métrage avec Jason Statham en tête, un film où il joue Cole Reed, un ancien agent des forces spéciales reconverti en chef de sécurité qui est accusé à tort du meurtre de son patron. Remontant le fil de la machination dont il est victime, il se retrouve piégé à bord d'un porte-conteneur dont l'équipage est composé de mercenaires. En haute mer, Reed ne pourra compter sur aucune aide. Un pitch complètement con d'actionneur de Statham comme on en a vu des milliers, oui mais il a une particularité celui-là, c'est qu'il est réalisé par un monsieur français, Cocorico, qui s'appelle Jean-François Richer. Et Jean-François Richer, c'est pas un réalisateur de merde. Non, c'est même un réalisateur que j'aime bien parce que c'est à lui qu'on doit notamment les deux films Mérine avec Vincent Cassel et qui avait tenté d'aller dans un certain cinéma français à gros budget en faisant encore une fois avec Cassel L'Empereur de Paris. Problème, L'Empereur de Paris a été une déculottée au box-office, vraiment ça a été une plantade absolue et la carrière de Jean-François Richer depuis qui roulait un petit peu sur l'or, s'est mis à galérer, s'est mis à ramer. Alors attention, il était déjà parti faire du cinéma américain, c'est lui qui avait notamment fait le remake de Assaut, il avait fait aussi un truc qui s'appelait Bloodfather avec Mel Gibson. Mais là, vraiment, quand je le vois faire des films comme ça, je me demande un peu ce qu'il est devenu. Juste avant ça, il avait fait Mayday avec Gérard Butler. Ouais, non, vraiment des films où tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il va y foutre. Mutiny, c'est vraiment le genre de projet où tu sens qu'on a mis un Frenchie pour qu'il puisse gagner un petit peu de pognon et où il va servir de yes man plus que d'avoir une véritable personnalité à l'intérieur. Si on veut un film avec un peu plus de personnalité, il faudra attendre le nouveau film de François Richer qui sortira dans 2 mois, je crois. Oui, parce qu'on va les enchaîner, je vais pas vous mentir. Puisque Jean-François Richer a réalisé un film à 30 millions de budget pour Netflix qui s'appelle Quasimodo, où c'est Vincent Cassel qui joue Quasimodo. Ça a été tourné l'été dernier et c'est censé sortir là en octobre. Un film avec un gros casting aussi parce que je vous ai dit qu'il y a Vincent Cassel, mais il y a aussi Benjamin Voisin, Noémie Lovski, Karim Leclou. Non, vraiment, ils se sont donnés. La fin d'année en termes d'adaptation littéraire française entre ça et Les Misérables. Ouais, peut-être que Richer sera plus intéressant là-dedans. En tout cas, Mutiny, j'ai pas grand-chose à en dire. Comme je pense que j'aurais pas grand-chose à vous dire non plus sur Insidious, l'invasion du lointain. Insidious, l'invasion du lointain, nouvelle entrée dans la saga Insidious. Fallait-il vraiment y retourner? Cette fois-ci réalisé par Jacob Chase, qui est un jeune réalisateur qui a surtout fait des courts-métrages dans le cinéma indépendant et qui là se retrouve propulsé aux mains de cette grosse machine horrifique. Un film où tous les personnages ont une nouvelle fois changé, sauf Lin Shaye, qui revient à chaque film, quand bien même elle est morte depuis le premier volet, mais vraiment, tout le temps elle est là, depuis l'au-delà, pour guider les gens. Et alors, concernant le film, j'ai vu passer 2 pitchs différents, c'est très étrange. Il y en a un où c'est Gemma, une jeune mère, élève sa fille dans la maison de son enfance, elle découvre qu'elle peut voyager dans le lointain, ce royaume purgatoire. Lorsqu'une entité malveillante s'en prend à elle, Gemma révèle un pouvoir qui change tout. Elle ne se contente pas d'entrer dans le lointain, elle peut aussi ramener des gens. Ok. Et j'ai un autre pitch sur Wikipédia qui dit un trio de harceleurs infiltre une banlieue tranquille et force une nouvelle famille à entrer dans le plan astral. Ils y découvrent une vérité terrifiante, l'au-delà se répand dans le monde réel. Quel est le vrai pitch? J'en sais rien. Après, il y a une idée que j'aime beaucoup dans ce Insidious, à savoir cette idée de ramener les démons dans notre monde. Alors, un truc qui était déjà plus ou moins présent dans le tout premier et même surtout dans le 2, quand le personnage du père de famille se retrouvait possédé et perdait complètement la boule. Là, l'idée, c'est visiblement de pas jouer vraiment
vraiment la possession, mais au contraire de vraiment assumer des démons qui se comportent comme des démons dans des corps d'humains. Je peux trouver ça intéressant, comme je trouve assez intéressant une séquence qu'ils ont montrée dans la bande-annonce où ça marche sous des canapés. La séquence est assez terrifiante, assez claustrophobe, ça j'aime bien. Maintenant, la vérité, c'est est-ce que j'ai envie de voir un nouveau film Insidious? C'est comme les sagas d'horreur où au bout d'un moment, il y a 10, 12, 14 films. Tu le regardes pour la forme, mais en vrai, t'en as plus grand chose à foutre. Et j'en ai malheureusement plus grand chose à foutre d'Insidious. Alors que c'est dommage, le tout premier du nom est un film que j'aime vraiment très très fort, mais là, ouais, non, on est de plus en plus loin du film d'origine et probablement que j'irai le voir pour vous le traiter dans l'émission, c'est même sûr et certain, mais ouais, j'ai pas la hype du siècle. C'est pas les seules sorties de la semaine, bien évidemment, parce qu'il y a aussi Oklahoma Oni qui ressemble à un DTV bizarre avec Matthew McConaughey, mais qui débarque finalement en salle, pourquoi pas. Et il y a le film qui va faire sûrement un paquet d'entrées, à savoir le nouveau film des Bougueraba, à savoir La Nirvana. Ça parle de bœufs, ça a l'air rigolo, et ça va attirer un public en salle en cette fin d'été où la fume se fait rare. Je sais plus ce que je dis, je suis fatigué, cette émission est trop longue à faire, elle est vraiment trop longue. Concluons, je pense qu'il est temps de conclure. C'est ainsi que se termine cette émission, ma foi, un peu spéciale du Pierre Podcast Cinéma. Merci d'être resté jusque-là. J'espère que vous allez bien et que cette émission vous a plu. Comme je vous ai dit, on a tenté autre chose. Voilà, c'était rigolo, on a bien rigolé. Est-ce que je peux mettre Chase à l'intérieur de la tasse, là? Je ne peux pas y arriver. Chien sur chien, ça ne prend pas. Je suis rincé et encore là, vous avez vu l'émission en entier, mais j'ai pas encore tourné la partie joueur du grenier et tout. Faut que je la tourne après, faut que je tourne des bêtises avec Rompiche. J'espère que ça va aller au niveau du montage. Là, il est midi. Voilà, j'ai 24 heures pour monter cette vidéo. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et bah, si vous la voyez, c'est que je m'en suis sorti, donc trop cool. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à soutenir l'émission sur Patreon. Voilà, allez sur Patreon pour soutenir ce genre de stupidité. Et puis, bah, nous, on se retrouve vendredi pour une émission plus classique. Oui, ça fera du bien. Allez, pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Ah mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.